Salut à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de la Monday Night War, mais en pleine série de la passion du catch que j'ai l'immense plaisir de partager aujourd'hui, ce soir. Je sais même pas, je suis un peu à la ramasse, mais je crois que c'est un dimanche soir. C'est en lieu et place d'un 20h catch que ça va être publié. De partager en compagnie de mon très cher Ali de Catch Club avec un magnifique visuel créé par Silent Storm, avec évidemment les petites références aux fameuses pop qui lui sont si chères. Celle de Bret Hart est juste là en plus. Oh punaise. Et t'as pas celle de Ian Colby ou de John Michael? J'ai celle de Shawn Michaels juste ici. Ok. Celle-là, le super kick. J'ai celle que tu as juste derrière et je les ai toutes. Très bien, très bien. Alors mon cher Ali, de 1 à 10, quelle est la charge mentale, comme disent les connards, nostalgique de ce WrestleMania 12 que tu avais dû voir à l'époque alors que tu n'avais que... Tac, tac, tac. Oh putain, 7 ans. Exactement. Ah ouais. J'avais 7 ans, tu avais 27 ans. Et franchement, bonjour tout le monde. Et niveau nostalgie, c'était du 10 sur 10. Hier soir, j'ai regardé le show aux alentours de minuit, 1h du matin. Et genre, j'ai fini de manger, etc. Je me suis vraiment posé, tu vois, pour me plonger dedans. Parce que j'ai jamais regardé le show en entier depuis les années 90. Sérieux? Et ouais, les deux seuls matchs que j'ai re-regardé plusieurs fois ces dernières années, bon, le Iron Man, je me le suis déjà refait de temps en temps. Et je me suis refait de temps en temps, mais on en reparlera dans un instant aussi, le Triple H contre Ultimate Warrior à cause de Laura. Mais ouais, non, WrestleMania 12. Laura, c'est qui? C'est ta voisine? Pour te donner une idée, genre WrestleMania 10, c'était mon premier, on en avait déjà parlé, et voilà, 10 sur 10 aussi niveau nostalgie. WrestleMania 11 me laisse pas du tout un bon souvenir d'enfance. Genre Ouais, WrestleMania. pareil. Ouais, bah voilà, tu vois, c'était un peu quelconque, et WrestleMania 12, là, c'est les émotions. On va revenir dessus tout de suite, Mais mais est-ce que ces émotions n'étaient pas à l'époque générées surtout parce qu'on grandissait un tout petit peu? C'est-à-dire que tu es plus capable d'avoir de vraies émotions à 7 ans qu'à 6 ou 5, tu vois. Enfin, c'est quand même exponentiel d'année en année à cet âge-là. c'est vrai, tu vois, mais pour la peine, même si à WrestleMania 10, j'avais 5 ans, le main event m'avait marqué, toute l'épopée de Bret Hart m'avait marqué, tu vois. Pendant l'année 95, il n'y a rien de très marquant au final, je trouve, à la WWE, alors que tu sais que je suis un énorme fan de Diesel Kevin Nash, le plus grand catcheur de tous les temps. Mais malheureusement, son règne n'était pas le règne le plus fou, faut être totalement honnête, tu vois. Là, en 96, on repasse aux choses sérieuses, on va en parler aussi pendant le show, les petits vidéos package, etc. Moi, je sais que ils m'ont fait pleurer en 96 à la WWE, notamment avec l'histoire qu'ils racontaient par rapport à Shawn Michaels, tu vois. Ouais, alors moi, à l'époque, j'avais donc 4 ans de plus, ou 5, non, 5 ans de plus. Donc je venais d'avoir 11 ans. Attends, là on est en mars. Ouais, c'est ça, j'avais 11 ans et quelques. Déjà à l'époque, et ça durera toute l'année 96, et je m'étais déjà érigé face à cette saloperie lorsqu'on avait reviewé notamment les Survivor Series 96, la présence de José Lothario, pour moi, c'est essayer de faire un ricochet avec un gros caillou, quoi. Le truc tombe dans l'eau et on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Ça ajoutait pas vraiment grand-chose à la story, quoi. Ça n'ajoutait à rien. D'accord, on est d'accord. On est d'accord. Tu t'es trompé de terme. Alors, Oui, vas-y, non, on en non, reparlera. non, Non, mais parce qu'on en reparlera pendant le main event, mais je veux dire, toi qui à ce moment-là est déjà un peu plus connaisseur, on va dire, José Lothario, personne ne le connaît, quoi. personne ne le connaît et personne ne le connaîtra ni même après, quoi. Non, C'est bah, au Rumble 97, il y a quand même comment dire, un héritage hispanique qui fait que à San Antonio, on peut un petit peu le connaître. mm. Mais là, en 1996, le produit se destine à des enfants que nous étions. Même un catcheur d'il y a 5 ans, bon, il n'existait pas pour nous, quoi. Donc un vieux retraité depuis 20 ans, laisse tomber, quoi. On est À la d'accord. limite, ils auraient dû le présenter comme, je sais pas moi, comme, ouais, j'en sais rien, père adoptif ou coach ou machin, mais pas en tant que légende qui accompagne Shawn Michaels, tu vois. Mm. Bref. Selon toi, à l'époque, quel était le ratio
thumbs up, thumbs in the middle, thumbs down pour ce WrestleMania 12. Ouh. Franchement, thumbs up. Je pense que ça doit être 25% thumbs up, 25% thumbs down et un petit 50% in the middle. Ok, bah écoute, non, pas du tout. Enfin, si, il y a un 25 dans le tas. Mais moi, en commençant le show, j'avais un petit peu en tête une sorte de WrestleMania 11 plus. Pas un bon WrestleMania, mais un WrestleMania moyen qui passe, quoi. C'est-à-dire amélioration par rapport à WrestleMania 11. Mais après avoir regardé le show, j'ai passé vraiment un bon moment, quoi. Tout était... pas que je te dise de conneries, non, tout était vraiment chouette, à part évidemment Piper Goldust, mais bon, ça compte pas vraiment. Mais sinon, tout le reste, moi j'ai trouvé que c'était bon, voire très bon. Il y avait pas de, il y avait rien d'horrible, il y avait pas trop de, pas trop de longueur, même pendant Undertaker Diesel. Mais de toute façon, les mecs font 2,50 m, donc on peut pas s'attendre à des arm drag. Donc non, globalement, mon ressenti, en tout cas, à l'issue du visionnage, était à peu près fidèle aux réactions de l'époque, à savoir 69 up, 6 middle et 25 down. Ok, ouais, donc ouais, non, c'était considéré comme un bon WrestleMania, quoi. Plutôt positif, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais je suis comme toi. Quand je suis ressorti du show, je me suis dit, ah, putain, j'ai passé un bon moment. Alors, ce moment, il commence avec le Six-Man. Bon, il y a les clips d'intro, les trucs, les machins, hein. Mais on va commencer avec le Six-Man. Est-ce que j'ai des photos? Non. Ah si, j'en ai une après. C'est Yokozuna, Jake Roberts et Ahmed contre le Camp Cornet, composé de Vader, British Bulldog et Owen Hart. Les deux équipes viennent avec leur musique séparée, c'est-à-dire que Cornet, il y a Vader qui arrive, et ensuite il y a la team. Et chez les autres... Ah non, je te dis une connerie. Chez les autres, ils viennent tous ensemble, mais ils enchaînent les musiques ou un truc du C'est genre? ça, ouais. Elles sont mixées Ouais. l'une après l'autre, ouais. Ouais, c'est ça. Que penser de ce match? Eh ben écoute, moi j'ai bien aimé. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais complètement dans le truc en me disant: «S'il vous plaît, que Yokozuna puisse éclater la gueule de Jim Ouais. Cornette». Bah, Parce c'est ça que la stipulation, tu vas nous la rappeler. En gros, en fait, si l'équipe de Yokozuna remporte le match, Yokozuna a 5 minutes dans le ring avec Jim Cornette juste après. Parce qu'en gros, la storyline, c'est que donc Yokozuna faisait partie du clan, de l'écurie, comme le disaient les commentateurs français de Jim Cornette. Mais à ce moment-là, au final, il avait décidé de partir tout seul, donc il s'était embrouillé. Et du coup, il veut essayer de choper Cornette et de lui mettre une raclée après le match. Et c'est ce qu'on attendait tous, comme tu le dis. Malheureusement, ça n'arrivera pas. On en a discuté avant off. Toi, tu l'as regardé en VO, n'est-ce pas? Ouais. Donc moi, comme d'hab, je me suis noté un petit florilège des commentaires, que ce soit de Brassard ou de Rougeau, parce qu'il ne faut pas oublier que Rougeau était quand même souvent à côté de ses pompes. Mhm. Où est-ce que c'est le visuel? Ouais, c'est celui-là. Notamment quand Jake Roberts arrive, il fait « Hey, mais Jean, qu'est-ce qu'il y a dans son sac ?» Alors que ça fait... Enfin, je veux dire... Suspense! Suspense, enfin le dernier pay-per-view, pour ne mentionner que celui-ci, on parle même pas des superstars ni rien. C'était quand même le Rumble où il y avait l'incident serpent avec Jerry Lawler qui crapahutait en dessous du ring, quoi. Donc voilà, Rougeau. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du Brassard. Ah oui, Rougeau, au moment il fait vas-y, non, attends. C'est Brassard qui dit vas-y Vader et Rougeau il fait vas-y Molo plutôt. Donc on a quand même du bon niveau. Il y a la hit qui est faite sur sur Yoko au début. Et ensuite, il y a eu un hot tag, mais qui s'avère être un faux hot tag sur Jake Roberts. Et on enchaîne avec une deuxième partie de hit. Et moi, j'ai bien aimé la structure du match, quoi. Bon, ils sont 6, hein, donc c'est plus facile de rendre le truc vivant. Je sais pas ce que comment tu l'as perçu, toi? Ben, moi j'ai bien aimé aussi. Alors pour info en VO, donc les commentateurs sont Vince McMahon et Jerry Lawler. Et j'avoue que j'ai pas écouté énormément des pay-per-view des années 90 en VO, surtout ceux qu'on avait en VF sur Canal, tu vois. Et Mhm. c'est vrai que c'est toujours marrant de réécouter ça parce que cette intonation de Vince McMahon,
est tellement particulière, tu vois, et tellement non naturelle. Il est vraiment dans l'exagération fois 3000 quand il commente un show de catch. Mais au final, bah, ça marchait, quoi. Je veux dire, ça passait au niveau des gens. Et ce qui est très cool au niveau du match, bah, c'est à quel point Yokozuna est over avec la foule. Ouais. Après tous les faces, hein, parce que comme tu l'as dit, il y a ce hot tag. On a une phase où Jake Roberts s'enchaîne avec ses DDT, etc. Voir la foule popper comme des malades pour un DDT, ce qui est magnifique aussi à cette époque. Mais ouais, non, moi ce que j'ai vraiment kiffé, c'est de voir à quel point Yoko est over. On voit également quelques petites prises qu'il effectuait. Il faut savoir que les Usos et Solo Sikoa effectuent beaucoup de prises qui étaient des hommages à Yokozuna ou encore Umaga. Là, on peut le voir, l'une des prises que Solo effectue tout le temps, c'est son spinning solo. Bah, c'est Yokozuna qui le faisait notamment lors de ce match. Et c'est quelque chose, ça, que je pense que les gens qui connaissent pas Yokozuna, ça les frappe à chaque fois que tu le vois aussi. Mais c'est fou à quel point il est agile. Alors que là, on est vraiment à la période où Yoko et Vader, je pense que tu me contrediras, mais enfin là, c'est la période où tous les deux, ils sont au top de leur poids, quoi, on va dire. Vader, je sais pas comment il évolue. Est-ce qu'il repère du poids quand il part au Japon là en 99-2000? Par la suite, je pense qu'il repère un petit peu, quoi. Là, les deux, ils Mhm. sont vraiment très, très imposants, quoi. Bah, Yoko, ouais, il est sur la fin. De toute façon, on le reverra. Il sera quoi? Il sera Beware of Dog contre Mabel. Il sera au King, il sera pas là. Il sera en Dark Match contre Austin au SummerSlam. Puis après, on le revoit au Survivor Series. Il a encore repris 50 kilos. Ouais, putain. Et puis après, on le voit plus jusqu'à son malheureux décès qui a eu lieu, je crois, en mars 99, hein, quelque chose comme ça. Mm. Ouais. Euh, Avant de poursuivre dans ce match, parce qu'il y a des trucs qui m'ont un peu étonné à la fin, Jake Roberts, qui à l'époque était vraiment, comment dire, présenté comme un vieux croulant, hein, vraiment le vieillard sur le retour, il a le même âge que moi aujourd'hui. Ah ouais, non, parce que Robert, oui, il fait la cinquantaine, un truc dans le genre, tu vois. Mais Ouais, Robert n'a jamais eu l'air jeune, en fait. ouais, bah C'est c'est comme Hogan, quoi. Quand ils avaient 28 ans, t'avais l'impression qu'ils étaient déjà grands-parents, quoi. exactement. Un moment, il y a le Bulldog qui fait son Power Slam sur Jake Roberts. Jake Roberts se dégage à deux, dans Oui, l'anonymat le plus complet. Je trouvais ça oui. extrêmement étonnant parce que c'était pas du tout vendu, ni commenté, ni rien, ni buildé de la part des autres catcheurs, ni réaction de la foule, comme si c'était son finish. Alors qu'en mars 96, le finish du Bulldog est quand même bien implanté, quoi. Bah, t'as juste lui qui le vend. T'as juste lui qui le vend comme un malade en étant choqué comme ça du Ouais, dégagement. enfin, j'ai même pas trouvé qu'il était trop choqué, quoi. Mais c'est vrai que sinon, ouais, c'est un petit peu passé. C'est passé comme ça. Moi j'ai mis au niveau de mes notes deux petites remarques. Alors en plus, c'est par rapport à Owen Hart. Owen Hart, je l'adore. On sait que c'est le mec qui est nickel dans le ring. Mais parfois, dans le match, je sais pas s'il était pas dedans ou quoi. Mais genre, il y a certains de ses punches, j'ai noté pendant le match, où vraiment, tu as l'impression qu'il a pas envie. Tu vois, il met les pires punches du monde. Et il y a aussi un petit moment où, projection dans les corps de Ahmed Johnson sur Owen Hart. Owen Mhm. Hart revient. Johnson lui met une close line. Mais petit mauvais timing, et au final, Owen Hart s'est jeté genre une seconde avant, donc il prend pas du tout la close line. Après ça, je pense pas forcément que c'est de la faute de Owen, sachant qu'Ahmed Johnson n'est pas forcément celui avec le meilleur timing, même si, encore une fois, quand on le voit pendant le ring, il fait son saut par-dessus la troisième corde où il a une chance sur deux de mourir. Je veux dire, il prenait des risques, le Johnson, quoi. Bah, ce que tu notes là sur Owen, c'est quelque chose que j'avais remarqué plusieurs fois, hein, Ah, au bah gré voilà. de la Monday Night War. Euh, alors, pour comparer, il faudrait revoir tous les Raw ou les Superstars de 93, 14, 15, tu vois. Mais en tout cas, sur la partie Monday Night War où Owen Hart était très actif, allez, on va dire, ouais, jusqu'au Montreal Screwjob, hein, grosso modo. Après, il l'était encore, mais c'était un peu plus en dents de scie et tout. C'était quelque chose de, je ne veux pas dire très récurrent, mais suffisamment récurrent pour qu'on se dise, tiens, c'est bizarre, c'est quand même Owen, tu vois. Bah, c'est exactement la remarque que je me suis faite hier soir pendant le match. Au niveau des punchs qu'il mettait, donc comme je l'ai dit, où il était vraiment pas, il donnait pas grand-chose. Ouais, Mais il y ouais, il avait fait, aussi des il fait des espèces de semi-manchettes Molassan, quoi. voilà. Et après, il y a des phases où il se prend les punchs. Et voilà, enfin, normalement, à chaque punch, t'es censé quand même, tu vois. Et pas du tout. Genre, il bouge pas du tout quand il se prend les punchs. Et il attend la grosse phase, genre le gros kick ou un truc dans le genre pour vendre.
Donc après, voilà, je ne suis personne pour critiquer Owen Hart, mais j'avoue qu'hier soir, moi, ça a quand même sauté aux yeux pendant le match. Ouais, bah, ça fait partie des petites pépites et des choses inattendues de la Monday Night War. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonnés, hein, les amis, n'oubliez pas que alors le visuel n'est pas à jour, hein, mais je crois on approche les 500 heures de review disponibles, évidemment en illimité avec tous les matchs, tous les pay-per-view, enfin vraiment, tout ce qui bouge. Et depuis maintenant, 1 an, depuis que la team s'est gargarisée de l'arrivée de nouvelles personnes, on a rajouté les SmackDown et Thunder. Donc là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. N'hésitez pas, il y a le lien dans la description. Vous avez aussi le lien sur la page d'accueil de la chaîne pour vous abonner et rejoindre cette grande aventure. Parce que là, il y a de nouveaux abonnés qui se lancent dans le truc. Ils en ont pour des mois à tout regarder. Nonobstant le fait que peut-être on reprendra des rendez-vous ultérieurs parce qu'on est en manque de ECW. On s'était arrêté, Oh! je crois, à Heatwave 98. Donc on a encore pas mal de pay-per-view à rattraper, quoi. Ah, tout à fait, tout à fait. Kratom. Comme disait Oli Oli. Kratom. C'est le dessin animé. Captain Tsubasa. Qui c'est qui gagne? Ah oui, c'est Vader qui gagne par tricherie ou je sais plus quoi. Donc malheureusement, on n'aura pas Cornette avec Yokozuna dans le ring pendant 5 minutes. Et on enchaîne vraiment de manière presque brutale, en tout cas sur la VF, sur le match Piper Goldust. Il n'y a pas eu de package? Il n'y a pas eu de package, non. Il y a un package en VO? Ouais. Il y a un Mhm. package en VO, ils reviennent un petit peu sur la storyline. Du coup, justement, moi j'avais quelques questions parce que je me rappelle pas tous les détails à ce moment-là. Dans le package, ils expliquent que à ce moment-là, Roddy Piper est devenu, genre, dans les storylines, président par intérim de la WWE. Donc quand Vader est arrivé au mois de février, enfin non, ça a eu lieu en février, mais c'était 1 ou 2 semaines après le Rumble. Donc Vader fait ses débuts au Rumble 96, mais vous qui êtes abonné à la Monday Night War, vous le savez déjà. Il arrive au Rumble. Le lendemain du Rumble, donc c'est le Monday Night Raw, lors duquel ils enregistraient tout un mois le jour même. Donc lors de ces différents enregistrements, au 2 ou 3e Raw après le Rumble, il y a eu un angle où Vader s'est farci Gorilla Monsoon, je ne sais pas si tu t'en souviens, où il a complètement éclaté la gueule. Plusieurs Vader Splash et tout ça. Et donc, fort de son hospitalisation précipitée, il fallait remplacer Gorilla Monsoon, et c'est Piper qui est revenu en président par intérim, en remplaçant Gorilla Monsoon, qui revient d'ailleurs aujourd'hui, hein, pour le main event. Yes, exactement. Et c'est d'ailleurs Piper. Alors, c'est un petit peu bizarre au niveau des storylines qui apparaît à quel moment, parce que c'est Piper qui avait créé le Iron Man pour WrestleMania 12, mais Piper, pour autant, n'apparaît pas dans le main event lorsqu'il y a le moment un petit peu solennel avec le président et tout ça, quoi. Yes. Bah ça, Donc, je me rappelais pas que du coup, ouais, il était prêt dans les stories. ouais. Donc voilà l'histoire. Et donc aujourd'hui, il affronte Goldust dans un match Hollywood où les mecs, grosso modo, se bastonnent dans l'arrière du building. Moi, à l'époque, j'avais trouvé ça terriblement nul. Pareil. Et aujourd'hui, peut-être encore plus. Alors déjà, petite question historique, qui enfin, tu auras les infos. C'est potentiellement le premier match cinématique de la WWE. Ouais. Donc, Probablement même. Ah non, je dirais le premier, parce qu'en fait, quoi qu'ils aient fait, c'était toujours dans une enceinte de catch. Le seul autre que je vois, peut-être, c'est Dustin Rhodes, mais pas la VVF, hein. Dustin Rhodes contre, son nom m'échappe, à Spring Stampede 94, où les mecs se bastonnent dans un camion de paille. En train de rouler, oui, tout à fait. Oui. Ouais. On va chercher ça tout de suite, mais je pense que oui, je pense que tu as raison, hein, parce que je vois pas d'autres matchs qui viendraient prédater celui-ci.
Alors, tac. Bunkhouse Buck contre Dustin Rhodes en Bunkhouse match. Je pense pas que ce soit ça. Alors, c'était peut-être lors de Spring Stampede, Slamboree 94. 1. Non plus. Allez, vas-y. Alors, on parle et je vais essayer de trouver ce match. Alors en gros, donc c'est un Hollywood Backlot Brawl. Donc comme Yann l'a dit, ils se battent sur le parking. J'aime beaucoup Roddy Piper à cette période parce qu'il faut savoir que genre rien que 2 ans plus tard, quand on le verra à la WCW, c'est pas qu'il aura perdu de sa superbe, mais là, à cette époque-là, Roddy Piper, c'est un mec, il est beau gosse, il est musclé, il revient de quelques succès dans le monde du cinéma, mais je trouve qu'il avait une classe, tu vois, je trouve qu'il avait un Beau gosse, style quand même. musclé, Bah, chacun sa par rapport référence, à hein. Roddy Piper de 98 que tu vois contre Hogan, genre 2 ans plus tard, quoi, tu vois, c'est ouf le changement physique quand même. Et c'est pas pour critiquer, attention, je veux dire, c'est normal, tu vois, tu peux pas non plus tout le temps t'entraîner et tout, mais ce Roddy Piper, je trouve, avait quelque chose que Quand j'avais c'est déjà. ton métier, oui, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, non, il a quelque chose, il a une bonne tête. Ça, quand tu le vois, il aurait pu faire un putain de héros. Il y a un côté très Moxley également, je trouve, que tu ressens pendant le match. Piper se ramène avec une batte de baseball pour exploser donc Goldust au début. D'ailleurs, il y a une ou deux fois où j'ai eu peur pour Goldust parce qu'il y a un moment, il veut faire genre, il frappe Goldust avec la batte, mais il vise plutôt la voiture parce que Goldust arrive dans une voiture doré, magnifique à ce moment-là. Ouais. Et au final, ouais, on pense qu'il va viser la tête de Goldberg, mais il vise la voiture, mais Goldberg laisse quand même un petit peu sa tête, donc on a peur. Goldust, Mais hein. Goldust, pardon, Goldust, oui. Mais au final, ça se passe bien. Et puis là aussi, comment tu appelles ça? Il a quoi? Une lance, un jet d'eau, tu vois, pour. Non, mais alors, ça à l'époque, Ça, pour la peine, j'ai pas compris, par contre, ça, ce que ça apportait à ce moment-là. bah, en fait, je pense que on se dit c'est de l'eau, donc il y a rien. Mais en fait, c'est le genre de truc, il faut être passé sous une lance à incendie, full force Ouais. pour comprendre que ça te décape la rétine, tu vois? Mais Ah, quand tu le putain. vois à la télé comme ça, tu dis: «Bon, OK, le mec est en train de prendre un bain, quoi». Exactement, oui, ça n'ajoute pas forcément grand-chose à la scène. Du coup, les deux se retrouvent trempés, ils glissent un petit peu pendant la bagarre, en plus sachant qu'il y a des morceaux de verre quand même partout, parce que Piper vient d'exploser les vitres de toute la voiture. Mais c'était différent, c'était quelque chose de différent. On est à WrestleMania. Je sais pas. Alors, Dis-moi. The King of the Road match, c'était Dustin Rhodes contre le Blacktop Bully à Oh. Uncensored 95. Moi, je voyais Ah ça oui, plus ok. vieux. Ouais, moi aussi, j'aurais pensé. Blacktop Bully qui est, Barry Darsow, c'est donc, Smash, le Repo-Man, et autres réjouissances. Mhm. Ah, vas-y, je veux pas te couper la chic, hein, mon cher Ali, je cherche une Non, bah, petite voilà, donc en gros, info. comme on l'a dit, une bonne petite bagarre comme ça. Donc ça, ce sera un petit peu plus tard, du coup. Ouais, quand ils reviennent dans l'arène, on en parlera le moment venu. Mais Yes. au moment où les mecs s'échappent là pour, enfin ils s'échappent et ils font une course-poursuite, en bagnole là. Au moment où ça s'arrête et nous à l'époque sur Canal+, on n'avait pas eu la deuxième partie, quand ils reviennent dans la salle, je m'étais dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Oui, parce que bah, tu vois, ça, je me rappelais pas, je me posais la question. On n'a jamais eu la partie retour sur le ring sur le canal. Alors moi j'ai une VF diffusée au Canada, Ok. donc Ok. la VF complète avec le pay-per-view en intégralité, mais je suis sûr à 99 que sur Canal+ à l'époque, ce pay-per-view n'avait duré que 2 heures Mais c'est ce que je me disais. et non seulement on n'avait pas eu ce retour, hein, à la limite Dieu merci, mais en plus il nous avait sucré, beaucoup du main event où on passait de Hmm. 47 minutes à 32, de 32 à 28, et cetera. Ok. Ouais, donc non, par rapport à ce match, la seule chose que j'ai notée, c'est il y a un moment, vers le milieu de la bagarre, il y a une droite de Roddy Ouais, ouais, Piper. ouais. Il y a des bons coups de poing, ouais. Parce que, genre, j'ai regardé plusieurs fois en me disant, mais attends, mais il y a quelqu'un qui tape sa jambe à ce moment-là, c'est pas possible. Tu vois. Non, 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 c'est juste Piper qui se dit, attends, on est dans une bagarre, la caméra est très proche, les micros sont là. Il lui a mis une bonne droite comme il faut, tu l'entends claquer. Et en gros, ça se termine donc en mode Goldust n'en peut plus, donc il monte dans sa petite voiture dorée, il fonce dans Piper au passage avant de s'en aller,
et ensuite il prend la fuite. Et donc là, t'as Piper qui va choper son truck et qui va partir à sa poursuite. Ouais. Mais si tu veux, la prochaine fois qu'on se voit, je t'apprendrai à mettre les coups de poing comment dire? Avec les phalanges flasques pour que ça fasse le bruit, mais que ça fasse pas mal. Ah, ok. Ah oui, non, Ouais. je veux bien, je veux bien. Tu as le bonjour de Vinny Brun qui m'informe qu'il t'a envoyé sur Instagram, Randy Savage qui fait du rap. Ouh, bah, tu lui passeras le bonjour aussi, je vais checker ça. Je vais checker. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé lors du dernier live. Alors ensuite, on a Austin qui était à l'époque sous le sobriquet du Ringmaster face à Savio Vega. Austin accompagné de Ted DiBiase. Match que j'attendais avec une semi-impatience parce que j'avais des souvenirs extraordinaires de leur strap match du lendemain de Beware of Dog, parce que leur match avait été passé à la trappe lors de la légendaire coupure d'électricité qui avait eu lieu pendant le pay-per-view. Et finalement, j'étais assez déçu parce que j'ai trouvé que c'était un peu mou. Il ne se passait pas énormément de choses. On est à une époque où Austin est complètement en train de se chercher, donc il est vraiment pas du tout installé dans quoi que ce soit. 2 mois plus tard, à Beware of Dog, tu vois qu'il est déjà un peu plus incisif, qu'il est en train d'un petit peu toucher du doigt là, ce qui va lui convenir. Savio, moi, j'ai jamais été fan, aujourd'hui ou à l'époque. Et Austin va gagner suite à un sleeper porté après une triche via ceinture et aide de Ted DiBiase, ouais, dans un match un peu mou, mais de loin pas mauvais ni rien, quoi. C'est pas mauvais. Et en effet, en fait, je m'attendais à un petit peu plus d'énergie parce que Savio, il est réputé pour ça au final. Savio, c'est pas le plus grand catcheur de la planète, mais il peut te fournir des bons brawls, on va dire. Ouais, mais moi, j'avais jamais capté pourquoi il était genre acrobatico, machin, alors qu'il est quand même. C'est un peu un loukoum, tu vois. Mais non, ça ne. Le match est pas fou. La seule chose que je notais, c'est qu'on avait donc reviewé le Royal Rumble 96 il y a quelques temps. Là, on est à peu près 2 mois plus tard et tu sens déjà les petits changements par rapport à Austin. Parce que le Austin qu'on a au Royal Rumble 96 n'a aucune personnalité et est blank comme jamais. Là, déjà, il a changé les bottes. C'est un petit détail, mais dans cette rivalité, il passe des bottes blanches aux bottes noires, donc le style Steve Austin. Il porte le goatee qu'il n'avait pas au Royal Rumble. C'est fou comme ça change tout. Le Steve Austin sans le goatee, c'est pas Steve Austin. Et la petite chose aussi que j'ai notée, c'est que bah, là, j'avais pas capté à quel point, en fait, à cette période-là, il prend de la masse. Parce que bah, là, il n'est pas du tout le Austin qui va être en 98-99, en fait. Tu vois. C'est tout. Oui, oui, sinon, honnêtement, il n'y a rien de particulier à dire par rapport au match. Ouais, ouais. Par rapport à la masse, je sais pas si tu te souviens de la cassette vidéo ou du DVD là, qui s'appelait Uncensored, Uncensored ou Uncensored 316, je sais plus, de Austin qui était vendu à la Fnac. Possible. Ça me dit pas quelque chose tout de suite comme ça. Ah, tu me confirmes qu'on m'entende là, hein? Oui, oui. Non, on sait jamais. Et dans cette cassette vidéo, au début et de temps en temps lors du documentaire, il y a quelques petits passages où tu vois Austin qui marche avec Jim Ross dans une espèce de genre pleine débouchée, tu vois. Il se balade juste comme ça là, et Austin il est en short et torse nu. Oui, je vois totalement. Et je pense qu'il était, je pense que ça avait été tourné juste après sa victoire à WrestleMania 14 ou voilà dans les 2 mois qui suivent. Et c'est probable qu'il sorte du gym parce que dans ses plans là, mais il était chargé à bloc quoi. Je pense que c'était le plus gros qu'il a looké de sa carrière quoi. Enfin gros en positif hein, bien sûr. Ah non, mais là, tu le vois clairement. En 96, c'est pas encore cette masse physique. Et comme tu l'as dit, il se cherche et tu sens qu'il a envie de lâcher. Parce qu'à la fin du match, quand il repart vers les coulisses, il regarde la caméra et il y a ce regard d'Austin. Mais par contre, il dit rien. Il ouvre pas sa gueule parce qu'il n'est pas encore habitué à ce trash talk, etc. Mais tu sens que ça a envie de sortir, en fait, tu vois. Titre.
Ouais, non, t'as raison. Bah, c'est sympa de voir cette évolution de pay-per-view en pay-per-view. Je ne sais pas s'il est sur la carte du prochain In Your House, Good Friends, Better Enemies. Ah, je me rappelle pas. Ouais. Ensuite, on a une promo avec ton pote Diesel qui est interviewé par Mr. Perfect. Et on a aussi un clip qui va résumer la rivalité Undertaker-Diesel, où en français, il nous parle des jeux psychologiques en sous-titres, de tous les mind games de l'Undertaker envers Diesel, etc. Ce que j'ai trouvé étonnant dans cette promo de Diesel, enfin, promo, c'est vite dit, hein, c'est une grande phrase de 45 secondes, ça va pas chercher bien loin. Donc il dit qu'il s'inquiète pas, il s'en fout, il a l'habitude, blablabla. Et ensuite il dit, et pour Shawn Michaels, hein, bien sûr, bonne chance, je suis le prochain sur la liste. Et c'est une phrase qui est étonnante parce qu'effectivement c'est le prochain sur la liste, mais c'est le prochain sur la liste alors qu'il perd contre l'Undertaker ce soir. Alors certes, Undertaker il va être occupé avec Mankind d'ici là, mais en storyline kayfabe, qui est le plus méritant, bah, c'est entre l'Undertaker et Diesel, c'est forcément Undertaker. Donc c'est une phrase un petit peu visionnaire et cliquesque, si tu vois ce que je veux dire. True. J'avais une remarque aussi par rapport à Austin versus Vega. Est-ce que du coup, pendant la VF, il parle de Piper et de Goldust? Oui, donc il y a une espèce de fil rouge pendant tous les matchs jusqu'à ce qu'ils reviennent dans la salle en disant, je crois que dans un match ils disent on essaye de les choper, le match suivant c'est assez bon, on les a récupérés, et le match suivant on nous montre quelques extraits. Je crois que c'est d'ailleurs pendant Undertaker Diesel, non? Qu'on nous montre les extraits, et là pendant Steve Austin contre Savio Vega dans la VO, t'as Piper qui appelle Vince McMahon de son téléphone. Ah oui, exact. Ouais. Donc on entend Piper en très très mauvaise qualité en mode oui, écoutez, moi je lui avais dit que ce soir I'm gonna make a man out of you, donc non, je vais pas le laisser partir, je pars à sa poursuite. Donc on a une ou deux fois Piper qui appelle Vince McMahon pendant le match. Ouais. Ensuite, pour reprendre les termes de Jean Brassard, nous avons un éclair ambulant contre Triple H. Donc c'est le retour de l'Ultimate Warrior. Je pense que j'ai des petites photos là. Est-ce que toi tu étais secoué par le retour du Warrior à l'époque? Il y a très peu de personnes qui me faisaient rêver comme dit Ultimate Warrior quand j'étais gamin. Mais et pourtant on connaissait très peu parce que moi comme vous le savez, j'ai commencé à suivre vers 93-94, donc j'ai pas connu le premier gros run de l'Ultimate Warrior. Mais là, quand je vois ce mec débarquer vers le ring, quand j'entends cette musique, les couleurs, la peinture sur le visage, mais c'est tout. Tu peux pas faire plus catch pour moi que The Ultimate Warrior. Et pourtant, c'est un personnage horrible dans la vraie vie. Hein. Il a fait les choses, il a dit des choses qui étaient incroyables. Hein. Donc, je ne soutiens pas la personne. Mais le catcher The Ultimate Warrior, c'est la définition de aura, quoi. C'est juste dommage, malheureusement, que le mec ne sait pas faire grand-chose. Mais putain, qu'est-ce que... C'est catch, quoi. Bah écoute, exactement pareil, parce que moi j'ai commencé à peu près à la même époque que toi, en tout cas au sortir de l'Ultimate Warrior. Et par contre, j'avais eu connaissance de son existence par peut-être une photo dans un magazine français qui était WrestleMania 10, quand on a les extraits des précédents WrestleMania, là on découvre le Warrior. Et du coup, exactement. Oui, moi, tu vois, ça, il me faisait rêver un peu par là, mais oui, on l'avait jamais vu du coup, quoi. Ouais. En VO, je pense que c'est la même chose qu'en VF. Hein, il y a le commentateur Hill, donc chez toi, Jerry Lawler, qui dit que le Warrior, il a pris du poids, qu'il a 200 kilos, qu'il a plus de cheveux, je sais pas quoi. Enfin, il le descend un petit peu pendant le match. Ouais. Et enfin, en prévision. En prévision. Une fois qu'il arrive, Brassard, il fait oh, oui, bon, 200, peut-être 180, quoi. Et donc, il arrive et il va se farcir Triple H en quelques secondes. Triple H, qui est Hunter Stemsley à l'époque, hein, qui n'est pas du tout Triple H, qui vient au bras de Sable, qui fait ses débuts à la WWF, chose très importante. On en reparle dans une minute. Donc, début de Sable dans ce match que Triple H va perdre en 2 secondes après lui avoir porté un pedigree. No sell total.
Nocel, il se relève immédiatement. En plus, le Warrior, il a une très belle tenue, je trouve, cette espèce de Mais oui. bleu-gris, là, qui est bleu-gris-orange, là, deux belles couleurs complémentaires. Même couleur que son bronzage, d'ailleurs. Non, mais quand tu vois ce Warrior-là, c'est ce qui se rapproche le plus d'un super-héros pour moi, en fait, dans le catch, limite, tu vois. Ouais. Mais ouais, et ça, moi, c'est vraiment sa musique, je pense, qui me Ah. transcendait. Et mais ça marchait tellement, quoi. Je veux dire, la foule explose. Il court vers le ring comme d'habitude, en faisant ces espèces de souffles comme ça, en gonflant la bouche. Il bouge les cordes et juste, mais ça marche, quoi. Le type n'avait besoin de rien faire derrière. Il avait tout fait. Bah, son entrée dure 2 fois plus longtemps que le match, quoi. Oui, tout à fait. Et maintenant, c'est toujours drôle, je trouve, de regarder les matchs du Warrior et se concentrer sur sa respiration. Le mec, Bah oui, il est que comme ça pendant tout le match. Et encore le match, attends, officiellement, il doit durer 1 1 minute minute 34, hein. 39. 1 minute Ah, 39. tu noté 1 minute 39, ouais, tu vois, j'avais dit 34 au pif. Donc Ouais. ouais, donc le Warrior gagne. Tout le monde est content, hein. On va pas faire la fine bouche. Si ce match avait lieu aujourd'hui, évidemment, tout le monde sur Twitter dirait que c'est, la plus grosse connerie du monde, que Triple H, Ils ont mérite enterré Triple H. ils ont enterré Triple H, voilà, enfin toutes les merdes qu'on connaît. Tout le monde est heureux. Tu avais 7 ans, tu étais heureux. J'en avais 11, j'étais heureux. Les 18 853 spectateurs du Arrowhead Pond de Anaheim sont heureux. Tout va bien, quoi. Franchement, D'ailleurs, c'est en très bien. parlant des spectateurs, est-ce que c'est la même chose en VO, pardon, parce qu'en VF, je crois que Raymond Rougeau, il le répète, allez, legit, 5 ou 6 fois dans le pay-per-view en disant que c'est le record d'affluence dans la salle. Ah non, j'ai pas l'impression qu'il l'a Comme si précisé c'était plus. un truc qu'il avait sur le script où Vince lui a mis du stabilo rose sur chaque J'ai page pour dire pas. n'oublie pas. Ça m'a pas fait. J'ai pas tilté hier soir non, en écoutant par contre ça. Donc ça, c'était une petite respiration. Et là, pour le coup, il n'y avait rien de négatif à dire, hein. Non, franchement, c'est de l'entertainment comme il faut. Ça dure 5 minutes. Ça leur permet à ce moment-là de relancer Warrior parce que bon, eux, ils savaient pas forcément comment ça allait se passer à ce moment-là quand ils le ramènent au 96. Il se trouve au final que voilà, ça se passera pas, quoi. Ça se passera peu. Oui. Ça se passera peu. Parce que moi, je me souviens que j'étais quand même toujours très heureux de le voir de temps en temps à Superstar quand on avait des extraits de Raw ou quand on avait des extraits de pay-per-view ou même au King 96 lorsqu'il intervient et qu'il fait maison nette dans le main event. Donc il était. Ah, mais attends, je te dis une connerie. Il a pas un match au King 96 en plus? Je me rappelle plus. Hmm. Attends, pendant que tu check, je vais juste prendre mes médicaments. Ah, Allier ses médocs. Alors, on continue avec. Ah, bah oui, donc dans la foulée, on se retrouve en coulisses. Et lorsqu'on se retrouve en coulisses, on voit une nouvelle superstar à la fédération qui fait ses débuts en la personne du mercuriel Marc Mero. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une sorte de rififi entre Marc Mero et Triple H qui revient au vestiaire depuis le ring. Et comme il revient avec Sable, bah, il y a ce rififi à 3 qui va donner un petit peu du grain à moudre au couple Sable-Marc Mero pour se former. Et j'ai bien aimé parce que peut-être que je me trompe, hein, que j'en ai oublié plein, mais j'ai pas vraiment de souvenirs d'enchaînement comme ça à une époque aussi reculée de trucs semi-shoot. Tu vois, il y a une interview en backstage, il y a un autre mec qui est présent, mais pas parce que c'est une storyline, parce qu'il revient de son combat, donc il y a un côté réalité. Mhm. Et j'ai trouvé ça sympa. Et on a la même chose. On a la même chose quand on a la même chose avant le main event, lorsque Kevin Nash, la caméra le croise alors qu'il est en train de marcher, revenant du ring à travers les vestiaires. Donc il y a un côté, une micro-pointe de réalité qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir à cette époque. C'est un bon segment. Maintenant, moi, ma question par rapport à Marc Mero, c'est Le à ce moment-là, mercuriel. quand il arrive en 96 à la WWE. Ouais. Comment dire? Est-ce qu'il pèse vraiment?
Je veux dire, est-ce que c'est vraiment un gros agent qui est arrivé? Parce que bon, ils te le vendent, ils essaient vraiment de te le vendre quand même en mode on a signé Marc Mero, c'est un big name. Mais est-ce que c'était vraiment un big name par rapport au beau run qu'il avait eu à la WCW? Parce que j'arrive pas à placer plus que ça, tu vois. Alors, big name, non. Par contre, c'était un worker reconnu qu'on pouvait avoir en début de pay-per-view ou en première moitié de pay-per-view en match cruiserweight, enfin cruiserweight, heavyweight d'aujourd'hui, mais les cruiserweight de l'époque, où il affrontait Brian Pillman, où on avait des matchs comme ça, Brad Armstrong, et c'était toujours on va dire, une valeur sûre de divertissement allié à en fait, un match de catch tout simplement. Une sorte de... Bon, Brian Pillman, c'est un mauvais exemple parce qu'il était quand même assez diminué à la WWF, mais peut-être pas aussi haut sur la carte, mais presque un équivalent Owen Hart, tu vois, dans ce qu'il incarne. Tu as besoin de Ok. faire du catch, tu balances Owen Hart, tu as besoin de faire un peu de spectacle ou de divertissement. Owen Hart peut aussi s'y coller parce qu'il y arrive bien en tant que heel. Et Johnny B. Bad à la WCW en tant que face, c'était un petit peu la même chose, quoi. Tu veux un bon match de catch, tu peux le mettre, il va tenir une demi-heure, il n'y a pas de souci. Et comme il est très, très folklorique, très fantasque, avec des paillettes et des espèces de trucs, un petit peu à la Warrior d'ailleurs, tu savais aussi qu'il ferait largement le taf. Mais un big name, clairement pas. Ouais, parce que bon, bah du coup, à cette période, nous, on connaît pas forcément sa période Johnny B. Bad. Et, euh, et au final, je sais que moi, Marc Mero, derrière, j'accrocherais pas, quoi. Mhm. Ça, malheureusement, ça, je sais pas, j'ai jamais trouvé qu'il avait quoi que ce soit de spécial, on va dire, en fait, tu vois. Bah, moi, j'aimais bien certains moves, tu sais, je me souviens de SummerSlam 96 où il sort un shooting star, des trucs comme ça. Euh, J'avais bien aimé son match contre Austin au King lors du pay-per-view, le premier match. Euh, mais je. Ouais, pourtant, en tant qu'enfant, enfin, ce qu'on nous donnait, on réfléchissait pas, quoi. On nous donnait des gentils, on adorait les gentils, on nous donnait des méchants, on détestait les méchants. Et Marc Mero, il faisait partie de ces quelques ratés pour lesquels j'avais pas vraiment de feeling, un peu comme toi, quoi. Ouais, ça Mais, prenait mais pas. pour autant, tu sais, quand il y a les body donnas, ça me faisait chier. Parce que je me disais, je perds mon temps. Mais quand il y a Marc Mero, autant il me faisait rien ressentir, autant j'avais pas non plus une sorte de révulsion en me disant, oh putain, encore lui. Donc, ouais, un truc un peu neutre. Mais en tout cas, qui dénote avec la manière dont il était vendu, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, oui, il fait ses débuts ce soir-là, en même temps que Sable, parce qu'en gros, donc pour ceux qui sont pas au courant, dans la vie privée, Sable et Marc Mero sont ensemble. Et donc là, ça va lancer la storyline où Triple H va un petit peu maltraiter Sable, donc Marc Mero va être un petit peu le sauveur dans les prochaines semaines. Ensuite, ah bah voilà, l'Undertaker contre Diesel dans un match assez lent, certes, mais quand même fidèle à ce qu'était un match de poids lourd à l'époque. Et j'ai quand même trouvé que ça passait bien. C'est lent, alors que c'est la période où je dirais les deux dans leur carrière sont potentiellement le plus rapide Mobile. possible. Oui, le mobile, tu vois, parce que ça bouge bien. Au final, pour Taker et pour Nash, ça bouge quand même plutôt bien dans le ring. C'est la version, bon, Diesel, bien entendu, le catcheur le plus cool de la planète quand il fait son entrée. Évidemment. C'est la version de Purple Taker en face. J'aimais beaucoup Purple Taker. Je veux dire, c'est quand même une belle entrée pour WrestleMania. Il y a un bon style. Il y a Paul Bearer. C'est toujours stylé à ce moment-là d'avoir Paul Bearer. Et ouais, non, par contre, ouais, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le fait qu'ils bougent très très bien dans le ring tous les deux et qu'on les voit faire des prises qu'on les verra plus jamais faire par la suite. Notamment à un moment, Diesel qui se fait un peu souplexer. C'est pas une vraie Saito souplex, mais il se fait plus ou moins souplexer, on va dire, pendant le match par Undertaker. C'est quelque chose que tu verras plus jamais quasiment dans la carrière de Diesel, mais c'est un bon big man match. Ouais, et puis il y a aussi le Taker à un moment qui. Moi, j'avais pas souvenir de ses comportements un petit peu humains, entre guillemets. Parce que, par exemple, Raymond Rougeau ne manque pas de rappeler que c'est un mort-vivant, quoi. Donc, Mhm.
Brassard, il lui demande comment elle l'appelait sa maman, l'Undertaker, quand il était petit. Alors il commence à spéculer, machin truc. Et puis après, Rougeau, il dit oui, mais ça, c'était quand il était vivant. Après, quand il est mort, il est revenu sous cette forme et c'est différent, blablabla, quoi. À un moment, ouais, donc l'Undertaker est à l'extérieur du ring et il saisit une chaise pour essayer de frapper Diesel, qui est une. Comment dire? C'est une démarche humaine, tu vois. C'est un humain normal qui va chercher une arme, une chaise, alors que l'Undertaker était pas du tout habitué à ce genre de comportement, quoi. Lui, c'était uniquement sa force, c'est chokeslam et c'est tombstone. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, c'était. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien, entre guillemets, pour ce que ça aurait pu être. Donc, non, non, c'était pas du tout un Undertaker Kane qu'on aura 10 ans plus tard, tu vois, par exemple. Non, oui, il y a de l'effort de la part des deux, puis ils essaient de raconter quelque chose. Et comme dit, oui, c'est vraiment la période où l'Undertaker est en mode mort-vivant. Donc on a les nocelles, on a les réveils, on a Diesel qui le powerbomb une première fois pendant le match. Et là, il se moque un petit peu de lui, en mode je peux gagner très facilement, j'ai même pas besoin d'effectuer le tombé. Sauf que là, tu as le réveil du Taker comme ça qui d'un coup se relève. Deuxième powerbomb sur la gueule de Taker. Encore une fois, un nocelle, il se réveille comme ça. Enfin, c'est du bon Taker classique. Il se dégage de 2 jackknife quand même, hein. Ouais, 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 non, C'est pas rien. Il se dégage de Jackknife. Un peu plus tard, il porte son chokeslam sur Kevin Nash. Donc, pareil, je veux dire, Nash, c'est le genre de prise qui prend très peu. On peut noter que c'est la période où Taker met les chokeslams les plus safe de la planète. Ouais, il le pousse en arrière, quoi. Genre, ouais, il soulève la personne et après, il met sa main en dessous pour le porter jusqu'au choc sur le ring. Donc, Ouais. vraiment, il veut pas que son adversaire le bump, limite. Tu vois, il le protège jusqu'au max. Du coup, la prise est beaucoup moins comment dire, impressionnante que quelques années plus tard, C'est où il pas en aura X-Pac, quoi. où il en a rien à faire, il les jette comme des merdes au ring. Mais là, tu sens à quel point il est safe et il protège vraiment de ouf Kevin Nash, que ce soit lors du chokeslam ou encore lors du tombstone. Pareil, une prise que j'ai jamais vue. Sinon, Kevin Nash reprend dans sa carrière. Mais je pense que la seule personne à qui il a fait confiance pour lui faire un tombstone, c'est Taker, quoi. Ouais, par contre, il se privera pas pour powerbomber le Giant. Oui, ça c'est. Heureusement, il l'a pas blessé, donc ça. Ah, il l'a pas blessé du tout? Je déconne. Ah, ok, pas. Sold Out 1998 pour les connaisseurs ou les historiens en herbe. Donc oui, Tombstone, fin. Comme dirait, comment il s'appelle, Brassard, il dit nom de nom d'un pistolet à eau. Donc là, on utilise quand même des termes qui sont vraiment forts, hein. Et victoire du Taker, tout le monde est heureux, blablabla. Et nous avons Piper et Goldust qui reviennent. Ah, je crois que c'est à ce moment-là, en fait. Ils se bastonnent un petit peu en backstage, ils reviennent vers le ring. Et c'est à ce moment-là que, lorsqu'ils sont filmés, on voit Kevin Nash, torse nu, fatigué, machin, qui passe le rideau. Donc là aussi, une micro-pointe de réalité qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et ça, c'est le genre de truc, quand j'étais petit, je me disais, punaise, c'est incroyable, on voit des trucs qu'on ne devrait pas voir, quoi. Alors, on peut préciser par rapport à Piper et Goldust, du coup, que donc pendant les derniers matchs, de temps en temps, on nous montrait des extraits de la course-poursuite. Ouais. C'était pareil en VF. Oui. Ouais. Et donc, les extraits de la course-poursuite, moi, c'est quelque chose que je savais absolument pas à ce moment-là quand j'avais 7 ans. Tu me diras si toi, tu l'avais capté. Mais donc, en fait, ce sont des extraits de la fameuse course-poursuite qui est assez connue d'O.J. Simpson. Oui, bah alors, moi, sur le moment, évidemment, On est d'accord. Enfin, moi, impossible. j'avais jamais entendu parler d'O.J. Simpson de ma vie, quoi, à ce moment-là. Bah, non, enfin, je veux dire, ouais, personne. Enfin, à Ouais, part nos parents à l'époque qui regardaient les infos, mais on savait pas ce que c'était, quoi. on est d'accord. Donc, je sais pas comment ils le vendent en VF, mais du coup, en VO, quand ils passent les extraits, de temps en temps, t'as Vince qui fait Oh, look, there. Oh, but this footage looks kind of familiar. Tu vois, genre, il est là en mode, mais attends, je connais ces vidéos. En français, non, en français, je crois pas qu'ils sous-entendent quoi que ce soit. C'est vraiment D'accord. la course-poursuite qui va les mener à la salle. D'accord. Donc, oui, voilà, clin d'œil à la course-poursuite O.J. Simpson. Donc ça se bastonne. Mais comment ça se finit en fait cette merde? J'ai déjà oublié. Roddy Parce qu'il n'y a pas, prend. il y a pas de
pin ni rien. Hein. Non, c'est juste Roddy Piper qui prend le dessus sur Goldust à la fin pendant le match, et donc là, il commence à le déshabiller. Ouais, il le déshabille, il Il lui l'embrasse sur enlève la sa bouche. tenue, il l'embrasse sur la bouche. Goldust a donc de la lingerie sous ses vêtements, et au final, Goldust prend la fuite avec Marlena, Ah oui, non, oui, c'est ça. En fait, tout il part en simplement. courant, tout simplement. Tout simplement, ouais. Là, le type de lingerie qu'on lui retrouvera d'ici un peu moins de 2 ans quand il va vriller en artiste formerly known as As Goldust, où il va Goldust. se grimer en plein de personnages différents, toujours très extravagants et tout. Oui, ça c'est vraiment le seul truc qui était pourri sur ce show en fait. Parce que Ouais, tu l'enlèves, le show est le même. quand j'étais petit, et donc cette partie-là, on l'avait pas vue. Mais en tout cas, Ouais. la partie bagarre en coulisses, moi, c'est vrai que ça m'avait pas diverti plus que ça. J'avoue qu'hier soir, quand je l'ai regardé, j'ai quand même bien kiffé parce que, ouais, non, j'aime beaucoup Roddy Piper. C'est quelqu'un qui, ça reste un très très bon souvenir niveau catch. Et Goldust, honnêtement, quand j'étais petit, j'avais pas. Je rappelle, là, j'ai 7 ans quand je regarde ça. J'ai pas encore tout ce qu'il faut pour bien analyser son personnage, on va dire. Tu vois, limite, je ne comprenais pas exactement ce que Goldust jouait, en fait, à ce moment-là, tu vois. Mmh. Mais quand tu regardes ça par la suite, enfin, il était tellement bon dans son rôle. Il était Ah, tellement bon dans ce perso. bah, c'est sûr qu'il était, très bon et c'est pour ça qu'il y avait ce match d'ailleurs, parce qu'on est à côté de Hollywood. Donc c'était pour ça qu'ils ont fait ce match, cinématographique. Heu, Goldust a toujours été très, très bon, mais je trouve Ah, que son génie, là, pour le coup, n'a pas du tout transpiré dans ce match hmm. qui pourtant lui était dédié, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'était quelque chose de différent. Voilà, c'était quelque chose de différent. C'était une première, franchement. C'est pas non plus horrible, j'ai envie de dire. Non, mais bon, s'il y a pas ça sur le show, on a vu le même C'est ça. pay-per-view, quoi. Ouais. Exactement. Exactement. Main event. Est-ce que le titre de 14e meilleur match, de l'histoire de WrestleMania est justifié selon toi? Shawn Michaels, Bret Hart, match d'1 heure, Iron Man. Le vainqueur sera celui qui fait le plus de tombées. Alors, c'est totalement justifié selon moi. Je pense que selon les tops personnels de chacun, ça pourrait même potentiellement être un petit peu plus haut parce que c'est une storyline qui était tellement bien racontée. Et enfin, les deux personnifiaient tellement bien le babyface à ce moment-là, j'ai envie de dire, mais de deux styles tellement différents. Bret Hart qui était quand même un petit peu plus l'ancien, un peu plus le maître, le gars qui était à ce moment-là multiples fois champion à la WWE, c'était le patron, il était adoré par la foule. Bret, c'est un putain de babyface quand même, quoi. Mais à côté de ça, t'as Michaels qui raconte cette histoire, qui a subi des blessures dans les storylines ces derniers mois, qui est en plein retour, qui a remporté son second Royal Rumble 2 mois plus tôt. Enfin, moi, je sais que, ouais, comme je le disais un peu plus tôt lors du tournage, il y a des vidéos promo, des vidéos package de Michaels en 96 qui m'ont fait pleurer quand j'étais gamin. Oh! Donc la WWF nous avait vraiment raconté quelque chose de très très bien pour la peine. C'était quoi qui t'avait fait pleurer lorsqu'il avait, dû abandonner le titre intercontinental? Oui, la petite story avec quand il s'était pris le kick et du coup il avait dû partir, etc. Enfin, je me rappelle que je sais pas pourquoi, mais ça m'avait touché la manière dont ils avaient montré la vidéo où ils se réentraînaient pour venir remporter le Royal Rumble, etc. Et alors que Bret Hart, à ce moment-là, moi, est mon catcheur préféré, donc depuis 2 ans, avec Diesel, bien entendu, bah, dans ce match, au final, t'arrives et t'es quand même très partagé, quoi. Donc toi, tu as toujours été résolument team Bret Hart. Ouais, Très bien. Et tu le restes? oui, toujours, ouais. Mmh. Après, Moi, j'ai attends, toujours attends. Oui? non, 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 mais je non. disais, je veux dire, c'est pas en mode je suis Team Bret Hart anti-Michaels, jamais de la vie, tu vois. Mmh mh. Mais en tout cas, à ce moment-là, oui, mon cœur avait choisi, c'était Bret Hart. C'était Bret Hart, c'était le rose, c'était les lunettes, Moi, c'était j'étais tout. résolument team Shawn Michaels et avec le temps et plus je le vois, plus je deviens team Bret Hart parce que, je pense que, on pourra avoir cette discussion dans 10 ou 20 ans. Bret Hart, j'ai le sentiment
En fait, j'ai pas le sentiment. Enfin, si, je dis j'ai le sentiment parce que tu me connais, je suis sympatoche, quoi. Mais on va la faire à la Twitter. Bret Hart, c'est assurément 100% sûr le seul mec dont la qualité des matchs demeurera toujours intemporelle. Ouais. Et ce qu'il disait à l'époque, là, sa catchphrase, bah en fait, elle est dramatiquement vraie. Parce que Shawn Michaels, tu le mets dans un match d'aujourd'hui, son style, il est un peu à la traîne, tu vois, il est un peu lourd, un peu approximatif, machin truc. Mais Bret Hart, tu le mets contre n'importe qui, même en 2025, c'est l'excellence de l'exécution ouais, je suis encore un peu frileux, mais peut-être que d'ici à ma retraite, j'avouerai que Bret Hart est peut-être le plus grand de tous les temps, tel qu'il nous l'avait annoncé à l'époque. Mais en fait, Par rapport à son intemporalité, quoi. Et ouais. le côté universel de son catch. Mais oui, parce que Bret Hart, c'est les bases du catch parfaitement effectuées dans le ring. Pas besoin de move extravagant. Tu as du backbreaker, tu as du neckbreaker, enfin, c'est des choses qui seront toujours utilisées dans le catch, qui étaient toujours utilisées dans le catch. Il le fait parfaitement, il les place au bon moment. Il vend, bien entendu, incroyablement bien, et on le verra à travers le match. Et là, en plus, ils ont 1 heure pour nous montrer un petit peu de tout ce qu'ils savent faire, les deux. Il y a plusieurs moves que je vais voir dans ce match qui pour moi, c'est la première fois que je vais voir ce move. Donc, et je sais pas si Exemple, les ciseaux de tête de Shawn Michaels. Je sais pas si j'avais vu énormément de ciseaux de tête le... avant. Ouais. Et le moonsault de Shawn Michaels. Shawn Michaels qui fait un moonsault pendant le match vers la fin À également. la toute fin, ouais. Et j'adore son moonsault en plus parce que c'était rare les moonsaults sur quelqu'un qui est debout. Il faut Ouais. que la personne tombe exactement au bon moment. Bret Hart qui tombe tellement bien, ce qui fait que Shawn Michaels, son tombant peut littéralement. C'est Faire le tellement pin. fluide. C'est ça, c'est tellement fluide qu'il peut enchaîner en faisant directement le pin. Mais ouais, non, enfin, niveau in-ring, c'est magnifique, quoi. Ouais. Ce qui est d'autant plus exceptionnel, et c'est grâce aux imperfections du match que ça le rend exceptionnel, c'est que tu arrives à déceler la grande part d'improvisation de ce combat. Et c'est ça, moi, je trouve, qui rend le truc encore plus exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, des mecs qui font Iron Man, ils vont passer une semaine à répéter le truc, Mhm. à fabriquer le match, quoi. Et là, Ok, tu vois que mais dis-nous comment, parce que toi, voilà, tu es monté dans le ring, peut-être que tu le sens plus, tu vois. À quel moment tu sentais ça? bah, c'est sur plein de petits trucs où tu vois qu'il y a c'est pas qu'il y a un grain de sable dans le mécanisme, mais tu vois que si s'ils avaient répété, ça aurait été 100% fluide. Et là, ils improvisent et ce n'est que 95% fluide. Hmm. C'est juste sur un tout petit truc sur la force de l'impulsion, par exemple, qui est donnée. Parce que si tu donnes une impulsion, on va dire à 100%, si jamais tu te gourres, ça peut être très dangereux. Mais si tu fais une impulsion suffisante pour faire, entre guillemets, quoi que ce soit, et ton adversaire va t'aider en faisant ce que lui, il a en tête, là, tu arrives à porter un truc de manière safe, mais moins spectaculaire. Et c'est ce côté un peu moins spectaculaire qui, de temps en temps, permet de voir que les gars, ils sont en impro, quoi. Ils discutent, ils se disent, tiens, on va faire ça, ceci, cela. Avant, tu parlais très justement du ciseau de tête de Shawn Michaels en fin de match. C'est le cas aussi. Je suis pas sûr que Bret Hart sache ce qui va lui tomber dessus parce que Shawn tombe quand même plus ou moins en powerbomb avant que Bret Hart ne lui roule par-dessus pour vendre le ciseau de tête. Donc il y a... Ah, maintenant que tu me fais penser à ça, ça me fait penser au moment où ils sont sur les cordes et t'as Ouais. Bret Hart qui prend la tête de Michaels pour faire une espèce de descente de coup de genou sur la tête de Michaels, en fait. Je sais pas si Mhm. tu veux. Et on voit que Michaels ne sait pas exactement ce que Bret Hart voulait faire à ce moment-là et du coup, il se laisse plus ou moins tomber avec lui, on va dire, tu vois. Ouais, il y a aussi un moment où Shawn part pour un truc et puis ils se sont un tout petit peu mal timés, mais c'est pas grave. Bret Hart le récupère et il casse le rythme en faisant un brise-rein. Donc il y a voilà ces petites imperfections qui pour moi sont justement
le reflet d'un match grandement improvisé et donc d'un truc extraordinaire. Nonobstant le super kick sur l'annonceur. Oui, il était magnifique. Ça, je me Il souviens était quand j'étais petit, bon, Shawn Michaels tape sur sa cuisse, mais donc à la télé, on entend un petit peu que ça claque. Et quand j'étais petit, je m'étais dit, mais putain, il a vraiment touché dans la gueule. Ouais, non, mais là, en plus, franchement, il y va bien quand même. Bon, quand tu vois ralenti, tu vois qu'il est tellement pro qu'en fait, il essaie de choper la barrière plus que la tête de l'annonceur. Donc, Oui, 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 oui. il est vraiment, le type, il est vraiment trop bon, tu De toute vois. Mais façon, oui, il connaît son corps et en se tenant à la barrière, il sait quelle va être la longueur de sa jambe, donc il sait au centimètre près qu'il lui reste X centimètres pour juste coller la semelle sur le visage, quoi. Non, non, c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. les Et premières 30 minutes, c'est vraiment en mode phase rapide, puis on se pose 1 minute et on fait une petite clé de bras ou un petit collier de tête. Et ouais. quand je dis 1 minute, je l'ai chronométré à chaque fois. Genre, pendant les 30 premières minutes, tu as 5 ou 6 phases où tu as une clé de bras ou un collier de tête pendant plus d'1 minute. Donc, Mmh. à chaque fois, il casse vraiment bien le rythme. Michaels, le plus longtemps, il me semble qu'à un moment, il fait un collier de tête pendant 1 minute 50, 2 minutes à peu près. Mais voilà, il y a 1 heure à combler. Donc, forcément, pendant les premières 30 minutes, il y a pas mal de travail au sol. Pendant les 30 dernières minutes, beaucoup moins. C'est remplacé plus par du selling, je dirais, pendant les 30 dernières minutes, par contre, tu vois. Ouais, 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 tout à fait. Et ce que j'ai apprécié, d'une manière un petit peu rétrospective par rapport aux Ironman qui suivront dans l'histoire, c'est qu'on n'a pas eu un début de match résolument lent parce qu'on se dit qu'il faut tenir Mmh. 1 heure. C'est ça. Souvent, tu as des matchs, franchement, les 15-20 premières minutes, les mecs, ils dorment parce qu'ils savent qu'ils vont envoyer du bois à la fin de match. Là, non, en fait, la fin de match n'est pas forcément rocambolesque d'un point de vue rythme, mais justement, grâce à ça, ça fait qu'on a un vrai match de catch qui dure 1 heure, en fait. Ouais, non, c'est très, très bien travaillé parce que c'est saoulant les prises pendant 1 minute au sol ou quoi, mais vu qu'à chaque fois, dès qu'ils se lèvent, ils font un enchaînement beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus rapide, bah, au final, en fait, c'est très, très bien rythmé. C'est très, très bien rythmé. Petite précision aussi, je sais pas s'ils l'ont précisé au VF, quand Brett arrive, il donne ses lunettes à quelqu'un dans la foule, comme d'habitude, le rêve Ouais. tout en fond à ce moment-là. Et là, il va vers un gosse au premier rang et il prend sa casquette et il la jette comme une merde en arrière sur quelqu'un d'autre, comme ça, et il lui met ses lunettes. Et là, moi, la première remarque que je me suis faite hier soir en regardant ça, je me suis dit, putain, mais putain, c'est un gosse, tu vois. Et là, tu as les commentateurs qui précisent qu'ils font, non, mais c'est son fils. C'est pour ça, en fait, tu vois. Genre, OK. c'était pas n'importe qui, le gars qui prend la casquette et il la jette comme ça. C'était En son fils. en français, je ne crois pas Oui, parce que moi, je m'en rappelais pas que c'était qu'ils en son parlent. fils. Ouais. Ouais. Donc, il précise qu'en fait, c'est Blade, le fils de Brett. Ouais. Ah oui, il y a juste un truc un peu Natasha Kampusch là dans le clip de présentation de la feud, c'est que Raymond Rougeau nous dit que Brett a été élevé dans un cachot à Calgary. J'ai juste trouvé le terme de cachot pour le donjon des Hart, comment dire, un petit peu, enfin ça fait vraiment, tu vois, Mankind fait ses débuts demain à Raw, Mankind je le vois dans un cachot quoi. Bret Oui, Hart, ouais. on Mais est non, mais d'accord. sinon, si vous ne connaissez pas ce match, parce qu'évidemment, ça sert à rien de faire toute la trame et de détailler dans tous les, comment dire, trop détailler le contenu du match, parce qu'on n'en finirait pas. On va revenir sur la fin, évidemment. Mais si vous ne connaissez pas ce match, regardez-le et voyez ce petit bijou, parce que le suivant, c'est lequel? C'est Judgment Day 2000, hein. Putain, il n'y en a pas d'autres entre? Oui, non, t'as raison, je pense. Judgment Day 2000, et puis après, il devait y avoir du Angle Lesnar, un truc comme ça, en Judgment 2003. Day 2000, c'est quoi? C'est Rock Triple H? Ouais, avec Ouais, le c'est retour du Taker, du justement avec le Taker. chokeslam sur, X-Pac. Yes. Donc ce match se termine à 0-0. Mais, Oui, en gros, et encore une fois, juste pour préciser quand même que ouais, c'est bien, bien raconté, les 30 premières minutes, c'est assez partagé. Au bout de 30 minutes, tu as Michaels qui prend un petit peu l'avantage, qui travaille sur l'épaule et le bras de Bret Hart, mais au final, derrière, pendant une quinzaine de minutes, Bret Hart reprend l'avantage et là, tu as le champion. Tu as le champion qui maîtrise et on se dit qu'il va tranquillement se diriger vers la victoire, sauf que dans les 5 dernières minutes, tu as un réveil de Michaels. Et
on croit à potentiellement quelque chose pour Michaels, sauf qu'à la fin, Bret Hart réussit à porter le sharpshooter. Et là, Michaels n'abandonne pas. Ouais. N'abandonne pas. Il le prend une bonne quarantaine de secondes, mais il n'abandonne pas. Et du coup, oui, comme tu le dis, ça se termine à 0-0. Ouais, ouais, vraiment superbe construction, surtout la manière dont ils amènent la fin, où donc Shawn Michaels, il enchaîne son moonsault, il enchaîne son Hurricane Rana de la 3e corde, il enchaîne plein de choses, et tu sens qu'il va vers la victoire. Et à 1 minute de la fin, il saute de la 3e corde, et Bret Hart le surprend, sharpshooter immédiatement, et là tu dis, ah bah non, finalement c'est peut-être Bret Hart, mais non, on arrive à l'issue des 60 minutes à 0-0. Mais Gorilla Monsoon avait précisé, il est où le vieux là? Il est là, qu'on aurait un vainqueur. Et ça, c'est mentionné dans les commentaires. Brassard et Rougeau en parlent plusieurs fois, en disant que voilà, s'il y a 0-0, on ne sait pas. Enfin, s'il y a égalité, il ne parle pas de 0-0. S'il mentionne 0-0 de temps en temps, mais il parle surtout d'égalité. S'il y a égalité, Raymond Rougeau dit que c'est match nul, donc le champion conserve son titre, mais que c'est pas pour autant vrai parce que Gorilla Monsoon avait assuré qu'il y aurait un vainqueur ce soir. Et donc le vainqueur va s'exprimer dans des prolongations avec un but en or, on va dire. Et ce que je n'avais plus en tête, c'est que Shawn Michaels fait 2 switch in music. Moi non plus. Pour moi, c'était dans ma tête, c'était limite ding ding ding, un ou deux trucs, peut-être une esquive, renversement, switch in music, 1, 2, 3. Pour moi, c'était ça. Et c'est pas du tout ça, en fait. Ouais, non, je me rappelle plus, même plus exactement, mais ça dure quoi? Ça dure 2 minutes quand le match reprend? Ouais, ça dure 2 minutes à peu près, dont ouais, une grosse trentaine de secondes de selling après le premier switch in music de Shawn Michaels. Voilà, ouais. Parce que Michaels lui-même qui vend super bien, parce que vu qu'il vient de se prendre le sharpshooter pendant 40 secondes, il est là, il se tient le dos, il est pas bien, etc. Mais au final, ouais, il place ses 2 switch in music. Et on soulignera quand même aussi le comportement de Bret Hart à ce moment-là. Bret Hart qui est quand même censé être top babyface de la WWE, et le comportement qu'il a à ce moment-là ne colle pas à un comportement de top babyface, parce que le match se termine, Bret Hart prend sa ceinture et il commence à partir tout de suite. Et quand du coup Gorilla Monsoon et l'annonceur annoncent que le match va reprendre, Bret Hart n'est pas du tout d'accord. Et tu le vois gueuler en mode why, it was 60 minutes, etc. Bah, Alors que le. je veux dire, tu as beau être gentil, tu vois, il y a la fatigue, il y a tout, et effectivement, il a signé pour 60 minutes. Je suis d'accord. Mais tu vois, je veux dire, les babyface, top babyface à la Cody, là, seraient revenus en mode ah, mais oui, bien sûr, donnez-lui 2 minutes de plus, etc. Je vais défendre mon titre. Là, je trouve qu'on a voulu vraiment. C'est le début dont on commence à vouloir faire passer Bret Hart pour autre chose, en fait, tu vois. Et je me dis que même lui, ça devait pas forcément lui plaire à ce moment-là de réagir comme ça, tu vois. Mais bon, il fait le taf. Il fait le taf. Ouais. Peut-être que sachant qu'il va s'absenter pendant quelques mois, il voulait peut-être aussi faire semblant de planter des demi-graines en se Sachant que disant oui. si jamais je reviens en heal, au moins j'aurai un truc sous le coude d'il y a 6 mois, tu vois. Mais en plus, il précise ça dans son livre. Il précise exactement ce que tu viens de dire dans son livre. Ah oui, c'est vrai? Oui, il en parle justement du fait qu'à ce moment-là, quand il part à WrestleMania 12, lui, dans sa tête, c'était pour revenir potentiellement heel face à Sean. Donc en plus, oui, tu as raison. Tu as Ah raison. bah Il, je il pensait l'ignorais. toujours à ça, lui. Il pensait toujours un petit peu Ok. potentiellement à qu'est-ce qu'on fera dans 6 mois, dans un an. Eh bien, un grand bien lui fasse. Mais c'est vrai que, oui, donc suite à ce deuxième Switch in Music, Shawn Michaels remporte le titre et enfin accomplit son rêve d'enfance de devenir champion de la WWF à l'issue d'un match assez superbe. Alors, est-ce qu'ils auraient dû mettre l'accent sur la potentialité des prolongations en cas d'égalité avant le pay-per-view? Peut-être, Non, mais sinon ça aurait vendu la mèche, quoi. c'est ça, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'on s'y attendait pas plus que ça, et du coup, c'est bien de ne pas avoir en parlé, et puis un 0-0, super rare. Le scénario en général de ce match est super rare, quoi, tu vois, donc Ouais. c'était vraiment très très bien pensé. Un petit détail historique à ce moment-là, c'est quelque chose que Bret Hart avait précisé. Shawn Michaels remporte le match, t'as Earl Hebner qui vient le voir, et on peut voir que Shawn Michaels dit quelque chose à Earl Hebner directement. Bret Hart a dit plusieurs années plus tard qu'à ce moment-là, Shawn Michaels dit à Earl Hebner dégage-le de mon ring. Dis-lui de sortir de mon ring. Oh.
Et Bret Hart, en plus, l'a dit lors d'une interview où il était avec Michael. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, quand ils avaient fait la paix, Ouais, ils ouais, avaient fait ouais. une interview posée avec Jim Ross, tu sais. Et c'est pendant cette interview que Bret Hart dit, oui, donc là, Michael remporte le titre, et je me rappelle très bien qu'il va dire, il va dire à Earl Hebner, dégage-le de mon ring, c'est mon ring maintenant. Et donc, tu vois tout de suite Earl Hebner qui se dirige vers Bret Hart, qui lui dit quelque chose. Bah, j'imagine que c'était ça à ce moment-là. Mais Bret Il Hart dit prend reste, on va s'amuser. Mais Bret Hart prend quand même son temps parce que, comme tu l'as dit, il veut raconter quelque chose. Donc, il regarde quand même Michael. S'il prend. Lui, il pense quand même un petit peu à la story, tu vois. Mais oui, Michael, lui, à ce moment-là, comme tu as dit, c'est un gamin dans le ring, quoi. Son entrée, en plus, on n'en a même pas parlé, mais son entrée était quand même vraiment stylée au début. Bah, moi, quand j'étais enfant, cette entrée, elle m'a pas du tout touché, quoi. Ah ouais? Ah ouais, j'avais trouvé ça. Ça faisait partie des trucs non catch. Quand je les voyais au catch, je me disais, mais arrêtez de me faire chier avec des trucs qui n'ont rien à voir avec le catch, quoi. Non, mais c'est vrai. Ah non, j'avoue, moi, en tout cas, ça m'avait marqué, quoi, le fait qu'ils viennent de tout en haut, comme ça. Mais non, c'est un bonbon. Ultimate Warrior, Jerry Lawler au King 96. Pour. Ah, On se c'était le demandait match si du Warrior, oui, oui, oui. Ok, s'il ok. avait, enfin, j'avais en tête quand il revenait Yes. dans le main event, mais ouais, il avait effectivement catché. Et donc c'est là-dessus que se termine la carrière de Bret Hart, première partie à la WWF, parce qu'il n'aura fait aucune pause ni rien jusqu'à ce mars 96. Et c'est aujourd'hui que commence l'ère Shawn Michaels en tant que champion qui va durer jusqu'au Survivor Series 96, lors desquels il va perdre le titre face à Sid. Un combat que je vous recommande aussi très très chaleureusement. Je ne sais pas si tu l'as regardé récemment. Non, pas récemment. À l'époque, on n'avait pas du tout conscience de la foule de New York pro-Sid et anti-Shawn Michaels. Oui, oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, ouais, il se retourne contre Michaels pendant le match. Ouais. Et quand je l'avais vu il y a quelques années, là, pour les reviews de la Monday Night War, j'étais vraiment stupéfait à quel point c'était présent, quoi. Mais justement, tu parles de la foule, je me suis quand même noté aussi, la foule de WrestleMania 12 est pas ouf, quoi. Elle est pas ouf, mais t'as quand même pas mal de gars qui sont assez motivés là, dans les premiers rangs, qui enjoy vraiment le catch. Ça m'a marqué notamment dans le main event, quand ça commence à durer. Tu vois qu'ils applaudissent vraiment par reconnaissance de l'effort fourni et tout. Mais c'est vrai que c'est pas une la foule ne te donne pas le sentiment que elle a le sentiment d'assister à un C'est truc ça, unique. c'est C'est-à-dire que ça. c'est la même foule qu'au Rumble et la foule sera moins bonne qu'au King 96, qui est une très bonne foule. Ouais, Donc non, il y enfin, a pas de feeling spécial au niveau du public de WrestleMania. Bret Hart ne prend pas une pop incroyable pour son entrée, alors que, enfin, les quelques mois précédents, même lors des PLE, il prend des pops de folie normalement. Et lors du changement de titre, il n'y a pas une réaction de malade quand même, alors que fin de main event de WrestleMania, nouveau champion. Après, c'est peut-être parce qu'on est babyface contre babyface et que du coup, le public était partagé. C'est la remarque que je me suis faite, tu vois, mais ça pop moins que ce à quoi je m'attendais. Et ce qu'on n'a pas forcément beaucoup eu dans le match, qu'on a souvent, entre guillemets, obligatoirement quand on a un face contre face, c'est un des deux catcheurs qui commence vraiment à embrasser un rôle de twinner, quoi. Où tu vois qu'il y en a un des deux qui est plus agressif que l'autre, qui a moins de patience et qui va se mettre un petit peu à tricher, un peu malgré lui. Là, Je me suis on fait, l'avait pas. je me suis fait la remarque hier, vite fait, pendant un moment où ils se battent à l'extérieur, quand Brett jette 2-3 fois Michaels qui tombe sur José Lothario. Derrière, Brett ramène Michaels dans le ring et il va vite fait confronter Lothario, il va lui dire quelque chose. Vite fait. Mais c'est vrai Ouais, que c'est pas en mode je fais le heal, quoi, comme tu ouais, l'as dit. dans l'action, on le voit pas. Ouais, et après le match, bah, les deux sont plutôt en mode babyface parce que je l'avais pas forcément noté, mais après le match, tu as Michaels qui va même serrer la main de Stu, le père de Bret Hart, au premier rang. Hmm. Dans ce WrestleMania, il y avait aussi un dark match, j'ai oublié de le mentionner. C'est les Body Donnas contre les Godwins pour les titres Yes, vacants. Et c'est les Body yes. Donnas qui remportent les titres. En 5 minutes 22. Ouais, donc si vous Alors, n'avez jamais. Oui. il y avait aussi le Nacho Man contre le Ouais, Huckster.
Ouais, mais j'ai fait semblant de pas le... Je l'ai cherché hier soir sur YouTube parce que je l'avais jamais vu. Ah, tu l'as regardé? Ouais, je l'ai regardé juste par curiosité. Et donc, si c'est bien la vidéo que j'ai trouvée hier sur YouTube, en fait, c'est pas un vrai match. C'est quelque chose qu'ils ont tourné genre à part. Et c'est pas à WrestleMania, mais apparemment, ça a été diffusé lors du kick-off donc de WrestleMania. Mais c'est pas en tout cas dans l'arène. C'est quelque chose qui, tu vois, c'est diffusé, c'est tourné comme un segment comique, quoi. Ah, les trucs backstage qu'ils nous montraient lors des Raw et des Superstars, là, un peu? Bah, ça, c'était quand ils étaient en promo, le Huckster et le Macho, Mhm. pour builder. Et là, en gros, enfin, de ce que j'ai vu hier soir, c'est une vidéo de 5 minutes que j'ai trouvée, mais ils sont dans une espèce d'autre arène. C'est filmé à l'ancienne. Le public, c'est aussi quasiment, il me semble, que des personnes âgées. Enfin, Hmm, c'est une moquerie, c'est un truc de genre 2-3 minutes au final, ce qu'ils ont montré lors ok. du kick-off. Mais Mais, c'est pas sur c'est pas sur le network. ah, non, c'est pas dans le network qu'il n'y a pas ces deux matchs, non. Ok, très bien. Donc, pour tirer une conclusion, mon cher Ali, si vous n'avez jamais vu ce pay-per-view, est-ce qu'il faut absolument le regarder? Moi, je dirais non. Si vous n'avez jamais vu ce main event, est-ce qu'il faut absolument le regarder? Je dirais oui. Ouais, exactement la même conclusion. Le show n'est pas un show inratable, même si, comme on l'a dit, il y a quelques petits trucs historiques. Il y a le premier match cinématique. Par curiosité, pour ceux qui veulent le voir, vous pouvez regarder. Et puis sinon, juste pour la pop, pour ceux qui étaient fans du Warrior, l'entrée du Warrior est cool. Mais sinon, c'est un match, c'est un WrestleMania qui se repose en soi sur le main event. Ouais. Prochain rendez-vous en ma compagnie sur la Monday Night War, je l'enregistre dans 20 minutes. C'est Spring Stampede 2000 avec Vinny et Tristan. Et avec notre cher Ali, bah, j'ai peut-être envie de lui donner un rendez-vous pour Good Friends, Better Enemies. Alors quand? Aucune idée. Mhm. Ouais, j'aurai un peu de temps, peut-être début septembre, pour enregistrer. Là, on enregistre, nous sommes le 19 mai, que vous le sachiez, pour une sortie, une publication dimanche, hein, dans 6 jours, donc c'est assez rare. Mais ouais, peut-être qu'en septembre, j'aurai un peu de temps pour qu'on se fasse ça, parce que c'est un pay-per-view, c'est le dernier pay-per-view qu'on n'avait pas reviewé dans le cadre de la Monday Night War. Donc ça pourrait être un bon bonus, d'autant plus qu'en main event, il y a Diesel Shawn Michaels dans un match no DQ qui, dans mes souvenirs, était quand même très bon et pas énormément, mais quelque peu avant-gardiste d'un point de vue violence et structure de match. Ah, j'ai très peu de souvenirs du match, donc ouais, ça me ferait kiffer de me re-regarder ça. Si je suis toujours vivant en septembre, on peut faire ça. Inch'Allah, comme dirait le Canari. Tout à fait. Bon, Ali, je te laisse le mot de la fin. Bah Merci de ta écoutez, présence, hein, en tout cas. merci à Yann, merci à toute l'équipe de Wrestling Clinic où j'avais fait un live aussi de nouveau il y a 10 jours à peu près sur la musique et le catch. Parce que vous savez que Ah, j'adore les deux. Non, franchement, WrestleMania 12, n'hésitez pas à le checker, vous verrez de très très beaux noms. Et puis Bret Hart et Shawn Michaels, voilà quoi, moi c'est ma jeunesse. Pour Yann, c'est une grande partie aussi les années 90, tout ce qu'on aime. Donc très très bon souvenir et hâte de continuer pour le prochain show avec un petit Michaels Diesel. ça marche. Bon, merci beaucoup Ali, une fois de plus, et je te dis à très bientôt sur la clinique pour de nouvelles réjouissances. Merci à vous d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Et donc, je vous donne rendez-vous mercredi pour les abonnés de la Monday Night War et dimanche prochain pour le prochain 20h Catch, dont la teneur est encore inconnue. Il faudra que je revoie le planning que nous a concocté délicieusement notre cher Silent Storm. Merci à toi, merci à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde.